Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info du jour. Bien, je vous propose de commencer avec l'infrastructure. L'administration Biden fait passer le nouveau projet d'infrastructure au Congrès sans le soutien des républicains. La secrétaire d'État à l'énergie Jennifer Granholm a déclaré dimanche sur CNN que Biden adopterait probablement la même stratégie procédurale de réconciliation que les démocrates ont utilisé avec le plan de sauvetage américain pour faire passer le plan l'American Job Act sans avoir besoin des votes des républicains. Madame Granholm a suggéré que M. Biden pourrait envisager de tenter de faire passer la législation en utilisant un processus budgétaire pour éliminer les républicains et contourner le filibuster en abaissant le seuil requis dans la Chambre haute à une majorité simple au lieu des 60 voix. Alors qu'est-ce que les républicains n'approuvent pas dans ce projet? Le sénateur républicain Roy Blunt a accusé dimanche les républicains de remplir le plan d'infrastructure de projets de dépenses secondaires sans rapport avec le sujet. Il a toutefois déclaré que si Biden réduisait le plan de 70% ou des 2/3, il serait facile d'obtenir le soutien des républicains. M. Blunt a qualifié l'American Job Act de plan d'infrastructure qui consacre moins d'1/3 aux infrastructures de transport et qui est financé par des hausses d'impôts destructrices d'emplois alors que l'économie commence à se remettre à peine de la pandémie. Il fait probablement référence aux parties de la proposition de M. Biden qui traite des questions telles que les changements climatiques. Il a déclaré à Chris Wallace de Fox News qu'environ 615 milliards de dollars de American Job Act peuvent en fait être considérés comme directement liés aux infrastructures, ajoutant que réduire la proposition à ce montant permettrait d'obtenir le soutien des républicains. Le leader de la majorité au Sénat, M. Schumer, essaie de faire passer le projet de loi sans soutien bipartite. Il a demandé aux conseillers parlementaires du Sénat si une deuxième réconciliation budgétaire pourrait être utilisée cette année pour y parvenir. De son côté, bien évidemment, M. Biden a déjà qualifié l'American Job Act de plus grand investissement dans l'emploi américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Il avait alors déclaré, je cite, « Ce n'est pas un plan qui se bricole, il s'agit d'un investissement unique en Amérique qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu ou fait depuis la construction du système d'autoroutes inter-États et à la course à l'espace, il y a plusieurs décennies. » Selon une longue fiche d'information de la Maison-Blanche, l'American Job Act prévoit 621 milliards de dollars pour reconstruire l'infrastructure du pays. Un investissement de 174 milliards de dollars dans le marché des véhicules électriques avec pour objectif un réseau de recharge national d'ici 2030. 400 milliards de dollars pour des logements abordables destinés aux personnes âgées et handicapées. 300 milliards de dollars pour améliorer les infrastructures d'eau potable, étendre l'accès au haut débit et moderniser les réseaux électriques. 580 milliards de dollars pour l'industrie manufacturière américaine, la recherche et les développements et les efforts de formation professionnelle, 213 milliards de dollars supplémentaires pour la construction et la rénovation des logements abordables et durables, et me direz-vous qui va payer la note? Monsieur Biden prévoit de faire porter le poids de ces mesures sur le monde des affaires américain, qui devrait déjà gérer un total de 4 000 milliards de dollars lorsque M. Biden présentera la deuxième partie de son plan économique en avril. Le chef de la minorité au Sénat, M. Mitch McConnell, a signalé qu'il était peu probable qu'il soutienne le plan d'infrastructure. Il a également fait écho à des remarques antérieures qualifiant le projet de cheval de Troie des priorités démocratiques comme les hausses d'impôts. Il a déclaré sur Twitter, je cite, « Le projet de loi sur les infrastructures de l'administration qui ne concerne pas les infrastructures ressemble à un cheval de Troie pour les demandes de l'extrême gauche. Abandonner les lois sur le droit du travail, imposer les plus fortes hausses d'impôts depuis une génération, tuant des emplois et ralentissant la croissance des salaires alors que les travailleurs ont besoin d'une reprise rapide. » Fin de citation. Monsieur McConnell a fait remarquer que moins de 6% de cette proposition massive sont consacrés aux routes et aux ponts. Elle dépenserait plus d'argent rien que pour les voitures électriques, pour les routes, les ponts, les ports, les aéroports, les voies navigables de l'Amérique réunie. Sur les 2000 milliards de dollars estimés, seulement 115 milliards de dollars pourraient aller à la réparation, des constructions des ponts, des autoroutes et des routes. Monsieur McConnell affirme que les hausses d'impôts pourraient nuire à l'économie, ce qui nuirait aux emplois américains.
En parlant de grosses factures, 13 États poursuivent l'administration Biden au sujet du plan d'allègement de 1 900 milliards de dollars. En effet, le plan d'allègement comprend une disposition qui stipule que les États ne peuvent pas utiliser les fonds d'allègement pour compenser la diminution des retraites fiscales due à toute réduction d'impôts, y compris par la réduction des taux, les rabais, les déductions, les crédits ou autres, et à tout retard d'impôts. La coalition bipartisane des 13 États soutient que la disposition est inconstitutionnelle. Les États concernés sont les suivants: la Virginie occidentale, l'Alabama, l'Alaska, l'Arkansas, la Floride, l'Iowa, le Kansas, le Montana, le New Hampshire, l'Oklahoma, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud et l'Utah. Les défenseurs de la poursuite sont la secrétaire au Trésor Janet Yellen et l'inspecteur général du département du Trésor Richard Delmar. Le procureur général de Virginie occidentale, Patrick Morrisset, est à la tête de cette action. Il a déclaré dans un communiqué, je cite, « Jamais auparavant le gouvernement fédéral n'a tenté une prise de contrôle aussi complète des finances d'un État », ajoutant « Nous ne pouvons pas tolérer un tel excès. La Constitution prévoit des États co-souverains, pas un gouvernement fédéral qui oblige les législateurs des États à renoncer à l'une de leurs principales fonctions constitutionnelles en échange d'un gros chèque équivalent à environ 25% de leurs budgets généraux annuels respectifs. » Fin de citation. La poursuite du soutien que la disposition du plan d'aide est l'une des prises de pouvoir les plus flagrantes du gouvernement fédéral dans l'histoire de la nation. Elle note qu'elle viole le 10e amendement, car la disposition établit comment les États utilisent les fonds fédéraux en ce qui concerne les réductions d'impôts. Elle dit que cela revient à forcer les États à renoncer au contrôle de leur autorité fiscale, ce qui n'est pas autorisé par le 10e amendement. La plainte dans le procès allègue que la disposition, connue sous le nom de Federal Tax Mandate, empêche les États de diminuer les impôts de leurs citoyens pendant une période de plus de 3 ans. Et ce faisant, elle usurpe la capacité des États à réduire leurs charges fiscales. Elle crée également un effet dissuasif inadmissible sur les fonctionnaires des États qui souhaiteraient faire de même sur la base d'une menace de récupération par le gouvernement fédéral d'une partie ou voire même de la totalité des parts des États du financement du programme de lutte contre le virus. Un grand nombre des procureurs généraux de ces États avaient auparavant signé une lettre ouverte adressée à la secrétaire au Trésor Janet Yellen demandant des éclaircissements sur cette disposition. Ils ont déclaré que l'interdiction de compenser indirectement les allègements fiscaux pourrait également être interprétée comme interdisant les réductions ou encore les allègements fiscaux de toute nature, même s'ils sont totalement indépendants de la disponibilité des fonds d'allègement. Cette action en justice est la dernière en date d'une série d'autres actions engagées par les États contre l'administration Biden pour cause d'excès fédéraux. Et nous passons maintenant à la grande technologie. Les données de 500 millions d'utilisateurs de Facebook pourraient être divulguées. Selon le cofondateur de la société israélienne de cybersécurité Hudson Rock, Alon Gal, les informations semblent correspondre à la même série de numéros de téléphone liés à Facebook qui circulent dans les cercles de pirates depuis janvier. Elles sont vendues pour quelques dollars de crédit numérique sur un site bien connu des hackers de bas niveau. Facebook a déclaré dans un communiqué que les données étaient très anciennes et il y a un problème qu'ils avaient corrigé en août 2019. Business Insider a d'abord rapporté la disponibilité de l'ensemble des données. Selon le rapport, l'ensemble comprend des informations couvrant 106 pays à partir de numéros de téléphone, d'identifiants Facebook, de noms complets, de lieux, de dates de naissance et d'adresses électroniques. Les 533 millions de données exposées comprennent plus de 32 millions d'enregistrements sur les utilisateurs aux États-Unis, 11 millions sur les utilisateurs au Royaume-Uni et 6 millions sur les utilisateurs en Inde. Gal et certains journalistes ont vu les données divulguées affirmant qu'ils ont pu faire correspondre des numéros de téléphone de personnes qu'ils connaissaient. Il avertit que les utilisateurs de Facebook devraient être à l'affût d'éventuelles attaques d'ingénierie sociale dans les mois à venir. Mais cette fuite n'est pas une nouvelle pour Facebook qui a déjà fait face à des fuites. En 2018, le géant des médias sociaux a désactivé une fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de se rechercher via un numéro de téléphone. Et cela s'est produit après des rapports selon lesquels le cabinet politique Cambridge Analytica avait accédé à des informations sur 87 millions d'utilisateurs de Facebook à leur insu ou sans leur consentement. Et en décembre 2019, un chercheur en sécurité ukrainien
a déclaré avoir trouvé une base de données contenant les noms, les numéros de téléphone, les identifiants uniques de plus de 267 millions d'utilisateurs de Facebook, presque tous basés aux États-Unis. Passons maintenant à un autre géant de la technologie, YouTube. Une mise à jour rapide sur la plateforme qui supprime les désapprobations. YouTube a supprimé environ 2,5 millions d'appréciations de vidéos de la chaîne officielle de la Maison-Blanche de Joe Biden, selon les données publiées par les recherches. Depuis au moins 2 ans, YouTube a pour politique de supprimer les j'aime et les j'aime pas qu'ils considèrent comme un spam. Un porte-parole de la société n'a pas expliqué en détail ce qui constitue pour eux un spam et ce qui ne constitue pas un spam. Selon les données, la Maison-Blanche a publié plus de 300 vidéos. Ces vidéos ont reçu près de 3,7 millions d'appréciations négatives, dont près de 2,5 millions ont été supprimées. YouTube supprime en moyenne près de 8000 désapprobations par vidéo, mais pas un seul like n'a été supprimé. Les données montrent que même avec les interventions, les vidéos ont en moyenne 6 fois plus de dislikes que de likes. D'après les données, il arrive que les grandes quantités d'aversions soient supprimées environ 1 fois par heure, ce qui maintient le nombre d'aversions au même niveau. Dans d'autres cas, ils seraient supprimés d'un seul coup. YouTube a récemment annoncé qu'il testait un nouveau design qui inclut toujours le bouton dislike mais n'affiche plus le nombre de dislikes. YouTube de son côté affirme qu'il teste cette fonctionnalité en raison des réactions des créateurs. Vous y croyez? Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, merci de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.